Ah, bonjour Corinne, est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas encore si c'est bien connecté, si vous m'entendez bien. Alors, est-ce qu'il y a le son? Ah, vous m'entendez, parfait, ben c'est bien, alors tant mieux. Je suis désolé, derrière moi, on ne voit pas grand-chose aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de brouillard à Grillon. Le soleil est en train de se lever gentiment, là, aujourd'hui, en fin de journée. Mais je suis assis dehors sur la terrasse. Peut-être que vous entendez d'ailleurs aussi les oiseaux. Non, il pleut pas. Il a plu ces derniers jours. Aujourd'hui, c'était, comme je l'ai dit, un peu pas mal de brouillard. Mais on va de nouveau vers le beau temps. Alors, on est déjà quelques personnes. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer par une question en particulier? Oui, moi aussi, Corinne. J'espère que on pourra se revoir en vrai prochainement à un salon. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand ce sera possible. C'est vrai que c'est une situation un peu particulière. Alors, en attendant qu'il y ait une question qui arrive, ben, peut-être vous dire que euh, pour moi, cette période de confinement, au départ, n'a pas changé grand-chose finalement parce que j'étais déjà en période d'écriture depuis quelques semaines. Donc, je m'étais déjà auto-confiné, on va dire. J'avais relativement peu d'événements de prévus. Ce qui fait que ça a un peu continué sur la même, la même manière pour moi. J'étais à la maison en train d'écrire mon 4e livre, qui est d'ailleurs à bout touchant. À bout touchant, on est dans la phase de correction. Euh, et puis maintenant, après quelques semaines, on se rend quand même compte que finalement, d'être seul à la maison, bien que je ne sois pas seul, puisque j'habite avec mon compagnon Benjamin, on est deux, donc ça c'est aussi très précieux. Mais les contacts commencent à manquer. On voit forcément moins de gens. Aussi pour un auteur, pour l'instant, il n'y a pas de salon littéraire, pas de dédicace. J'avais beaucoup d'événements de prévus dans des écoles pour parler de mon polar jeunesse. Et tout a été annulé. Donc finalement, cette période se prolonge encore et j'espère qu'on aura rapidement la possibilité à nouveau de se rencontrer en vrai sur des événements littéraires. Alors le 4e volume, Laurence, ben voilà, comme je l'ai dit, il est à bout touchant. C'est toujours un long processus. J'ai commencé à l'écrire au mois d'août l'année dernière. Et puis, comme maintenant je travaille, j'ai pas d'autre emploi, mais je suis à 100% sur l'écriture. J'ai eu beaucoup de temps pour écrire, d'autant plus ces derniers 2 mois. Il y aura, je pense, encore 3-4 semaines d'aller-retour, de quelques discussions, corrections à faire avec mon éditeur. Et puis il devrait être prêt dans quelques semaines, mais il ne sortira que au mois d'octobre normalement, si tout va bien. Alors oui, je profite d'écrire. J'ai aussi d'autres projets en cours, pas seulement mon 4e, mais je ne peux pas tellement encore en parler. C'est en lien avec l'écriture, mais ce n'est pas un roman.
Alors je regarde s'il y a des questions spécifiques qui arrivent. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Oui Corinne, ça va être encore long, quelques mois. Et puis j'espère qu'il vous plaira. Donc ce sera le 4e tome avec l'inspecteur Andreas Auer. Il est de retour dans la région de Grillon. L'histoire se passera principalement dans la région du Chablais. Mais je vais garder le suspense, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre à venir. Alors les livres sur les quais, on ne sait pas encore. Pour l'instant, je sais qu'il y a un salon fin août qui a dû être annulé en Suisse. Le salon du livre du village de Saint-Pierre-de-Clage. Donc il y a, à mon avis, de fortes chances que le livre sur les quais n'ait pas lieu cette année. Mais on va attendre de voir. Ah, Robin a adoré Taveyan, ça me fait très plaisir. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a un mélange policier et ésotérique? C'est vrai que mon dernier livre, L'Aigle de sang, il y avait toute cette partie avec les Vikings, le paganisme nordique. Il y avait aussi toute une partie historique, notamment en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi toute la période viking en Suède. Dans le prochain, il sera peut-être pas ésotérique dans ce sens-là, mais par contre, il y aura une partie historique assez importante. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des éléments que je peux vous révéler aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie qui va se passer dans les années 1830. Donc pour moi, ça a été aussi passionnant de me plonger dans une période historique que je connaissais très peu. Donc j'ai fait énormément de recherches et j'espère que vous aurez du plaisir aussi à découvrir ce roman qui va être à la fois très resserré, j'espère palpitant, mais aussi qui vous plongera dans l'histoire de la région à presque 2 siècles auparavant. Bonjour Florence qui nous rejoint. Ah Samuel, oui, effectivement, ce serait le temps qu'on se rencontre. Je ne sais pas à quelle occasion ça pourra se faire, dans quel salon, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, effectivement. Laurence, une série télé, un film, ça serait tellement top. Je ne dois pas vous le dire encore réellement, mais quand je vous parlais tout à l'heure d'un projet d'écriture qui n'était pas un livre, ça répond en partie à cette question. D'où vient mon inspiration? Est-ce que je fais beaucoup de recherches? Oui. Alors je fais énormément de recherches. Tout dépend bien sûr du sujet ou des sujets que je traite dans le livre. Mais pour moi, c'est une partie qui est extrêmement importante de faire des recherches pour tenter aussi dans mes livres d'être le plus proche possible de la réalité. Et ça s'applique en fait à différents éléments. D'abord la dimension policière, la médecine légale bien sûr, mais par exemple quand j'étais en Suède, j'ai aussi rencontré des historiens, un archéologue, un bijoutier. J'aime bien rencontrer des gens qui ont des connaissances dans les domaines que je traite dans mes livres pour pouvoir justement apporter plus, être plus précis dans mes livres. Et ça, je trouve vraiment que c'est presque un travail journalistique en fait, pendant la période de préparation du scénario, mais aussi pendant l'écriture. C'est des gens que je rencontre, c'est des gens avec qui j'ai des échanges. C'est aussi des gens parfois qui relisent des passages que j'ai écrits qui concernent leur domaine et qui vont me donner leur avis. Donc c'est très précieux. D'où vient l'inspiration? Alors ça, c'est encore une autre question. En général, quand je commence à écrire un livre, là j'en suis au 4e, il y a toujours une idée au départ. Elle est à chaque fois un peu différente. Pour le Dragon du Muvran, mon premier, j'avais vraiment cette idée d'un cadavre dans le temple de Grillon. C'est d'ailleurs le village de Grillon qui m'a inspiré vraiment pour commencer à écrire. Donc j'avais cette image-là en tête et puis j'ai commencé à construire une histoire
à partir de cet élément-là, un cadavre dans le temple. Et du coup, les questions qui viennent, c'est qui ce cadavre? Pourquoi il a été tué? Pourquoi est-ce qu'il a été mis dans le temple, etc. Pour le deuxième qui a tué Heidi, ma première idée, ma première intuition, c'était il y aura un concours de vaches. Et du coup, il y a une vache qui va mourir. Ça, c'était le point de départ. Donc vous voyez finalement ce que ça a donné par la suite. Pour le troisième, l'idée était plutôt en lien avec mon envie d'écrire un roman policier qui se passe en Suède, qui se passe sur cette île de Gotland que j'aime beaucoup et que je connais en fait depuis que je suis né. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut amener un inspecteur de police vaudois à aller en Suède? Et du coup, la question n'était pas liée à son travail, puisqu'il travaille en Suisse, mais c'est là que l'idée m'est venue de dire, finalement, Andreas Sauer va partir en Suède pour aller sur les traces de son passé. Salut Marco, ça va? Content de voir que tu es là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé d'ailleurs. Et puis Corinne, tu disais d'où est venue l'idée pour le quatrième? Ah, le problème c'est que si je réponds à cette question, ça va donner la réponse sur une grande partie de l'intrigue. Donc malheureusement je ne vais pas te répondre à cette question-là pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Sinon, en attendant la prochaine question, je vais m'autoriser de boire une petite goutte de bière. C'est vrai que de parler, ça assèche la gorge. Alors vous verrez peut-être le nom qu'il y a sur le verre. C'est un petit souvenir que j'ai ramené de Belgique pour les Belges qui sont là. Salut Stella. Quel auteur m'a donné envie d'écrire? J'ai lu énormément de romans policiers. J'ai bien sûr commencé par des Agatha Christie, mais après j'ai très vite lu beaucoup de romans policiers nordiques, principalement suédois. Je les lis en suédois puisque c'est ma langue maternelle. Merci Samuel. Et d'ailleurs, parmi ceux-là, un de mes favoris, c'est Henning Mankell, que j'ai énormément apprécié. Par contre, une qui m'a, je dirais, donné le déclic pour commencer à écrire, c'est Camilla Läckberg. Peu avant que je commence à écrire, j'avais lu 4 ou 5, je crois, de ces romans policiers. Et j'étais assez intéressé de voir comment elle construisait ses romans et surtout, en fait, comment elle traitait le lieu principal, à savoir Fjällbacka, un village de pêcheurs au bord de la mer. Et en fait, j'ai fait le parallèle un jour quand j'étais à Grillon, dans ce petit village dans la montagne, en me disant, mais finalement, c'est un peu les mêmes ingrédients. C'est un village, tout le monde se connaît, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a une atmosphère très particulière, on peut imaginer qu'il y a des vieilles histoires qui font surface, on peut aussi imaginer qu'il y a d'anciennes querelles, il y a des légendes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est par le lieu, c'est la manière dont Camilla Läckberg écrivait ses livres sur Fjällbacka que je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas en Suisse? Camilla Grébet, Marc-Olivier, non, alors je l'ai rencontré à quelques reprises, mais j'ai encore pas lu ses romans, j'en ai 2 sur la pile à lire qui est très longue. Les traductions en français, non, alors ça j'ai encore jamais fait. J'ai encore jamais lu un livre suédois en français. Alors je regarde s'il y a d'autres questions que j'ai pas loupées en attendant. Alors ça se recharge. Vos top 5 des livres préférés. C'est une question qui est assez difficile à répondre pour moi parce que j'aurais plutôt tendance à répondre par mes auteurs préférés.
J'ai parlé des Nordiques, bien sûr, de Mankell, j'aime beaucoup aussi Joe Nesbø notamment. Après, dans un tout autre genre, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est Umberto Eco et Le nom de la rose. Euh, Pourquoi c'est un livre qui m'a beaucoup plu? Le film était génial aussi d'ailleurs. C'est probablement parce que tout ce qui touche à la religion m'intéresse beaucoup. Et puis cette période du Moyen-Âge est assez incroyable, assez fantastique, et j'aime beaucoup ça. Le dernier livre que j'ai lu, alors j'ai énormément lu ces derniers temps en lien avec mes recherches, mais là je suis en train de finir un livre de Val McDermid qui raconte les 200 ans de l'histoire policière. J'ai un blanc sur le titre du livre, mais c'est assez passionnant, c'est sur toutes les techniques policières depuis plus de 200 ans. Un très très bon livre que je recommande si on aime bien tout ce qui touche au travail de la police. Si mes 3 livres sont édités en Suède, non, malheureusement pas. C'est pas faute d'avoir essayé. J'étais en Suède quand j'écrivais Lec 200. J'ai rencontré beaucoup d'éditeurs, mais c'est très très difficile d'avoir des traductions, notamment en Suède, qui sont très centrées sur les auteurs anglo-saxons, et surtout en fait ils ont énormément d'auteurs locaux. Et du coup ils ont très très peu de place maintenant pour intégrer des nouveaux auteurs, d'autant plus des traductions. Un peu naïvement, je pensais que comme mon 3e se passerait en Suède, que je parle suédois, que ça serait plus facile, mais pour l'instant, j'ai encore pas eu de réponse positive. En attendant, au niveau traduction, Qui a tué Heidi a été traduit en roumain, donc ça aussi c'est assez marrant d'avoir cette traduction-là, c'est ma toute première. Et la deuxième qui est en cours de préparation, c'est Le Dragon du Muvran, qui sortira l'année prochaine en Allemagne. Des auteurs belges, à part Salvatore Mini, il ne me semble pas que j'ai lu d'autres auteurs belges. Par contre, j'ai goûté énormément de bières belges, ça c'est sûr. Marc-Olivier, oui. On entend les grillons, effectivement. Tu as une bonne ouïe, il y a des grillons. Alors, je ne suis pas sous une tente, je suis sous le parasol sur la terrasse, devant notre appartement. Je pensais que je pourrais vous montrer en fait les montagnes, mais c'est pas si évident. Peut-être que là, vous voyez un peu mieux si je tourne le téléphone. Derrière les nuages, juste derrière l'arbre, en fait on le voit pas très bien, mais il y a le Grand Muvron qui est juste là-bas derrière. Donc en fait c'est la vue que j'ai quand j'écris à la maison. Oui, c'est vrai Nathalie, je peux pas trop me plaindre. Et dans ces conditions, le confinement n'est pas trop désagréable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'en ai raté une? Je regarde. Non, je crois pas, pour l'instant. Alors, qui a encore une autre question? Alors... Bonjour en attendant à ceux qui nous ont rejoints. Alors...
est-ce que je pourrais écrire un autre style de livre autre que policier? A priori, je dirais non, parce que c'est le polar qui m'a amené à l'écriture et que j'adore ça. J'adore le suspense, j'adore construire une histoire policière. Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne suis pas persuadé que j'écrive autre chose que des polars. Pour l'instant, j'ai encore suffisamment d'idées pour continuer, notamment avec l'inspecteur Auer, aussi avec le deuxième tome pour le polar jeunesse. Donc j'ai de quoi faire pour ces prochaines années en tout cas. Alors voilà, oui, je crois que je viens de répondre à la question de Laurence. Comme je suis en passe de terminer mon 4e, la prochaine chose, ce sera de réfléchir à l'intrigue du deuxième polar jeunesse, où on retrouvera Adam et Mélissa, le neveu et la nièce d'Andreas Auer, pour une nouvelle intrigue. Bonsoir Danica. La date de parution du 4e, normalement c'est prévu le 1er octobre. Ça, c'était la date qui avait été posée avant le confinement, avant tout ce qui se passe. On a convenu avec mon éditeur qu'on attendait de voir un peu comment ça allait se passer, comment le redémarrage littéraire va se faire, parce que là, il y a beaucoup de livres qui ne sont pas parus ces derniers temps, qui vont devoir paraître. Donc, on va prendre le temps de réfléchir et de trouver le bon moment. Est-ce que j'attendais un tel succès ? Non, c'est clair que non. Quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment très très spontané. J'avais jamais réfléchi en fait à écrire parce que je ne me sentais pas capable de le faire tout simplement. J'étais un grand lecteur de romans policiers. Et puis l'idée m'est venue très très spontanément quand je suis revenu d'un voyage autour du monde et où j'étais à Grillon. Et finalement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le village de Grillon qui m'a inspiré. Donc j'ai commencé à écrire de manière très spontanée. Ça m'a pris 2 ans pour écrire Le Dragon du Muvron. Et puis les seuls 2 lecteurs que j'avais, c'était ma mère et puis c'était mon compagnon Benjamin. Et puis ils m'ont dit que c'était un bon livre, qu'ils ont eu du plaisir à le lire, mais au moment où j'étais prêt à l'envoyer à un éditeur, je savais bien entendu pas du tout à quoi m'attendre. Et finalement, c'était une énorme surprise pour moi de voir l'engouement qu'il y a eu d'abord en Suisse, puisque ça a été le polar le plus vendu en Suisse en 2016. Et puis qu'il a aussi ensuite traversé la frontière ou les frontières pour être diffusé dans toute la francophonie. Donc pour moi c'était une grande surprise et aussi une grande motivation pour continuer. Toujours chez Slatkin, oui, Stella, le 4e va sortir chez Slatkin et compagnie à Paris, tout à fait. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Alors, est-ce que les nouveaux qui sont arrivés ont des questions? Merci Nathalie. J'espère que vous aurez aussi du plaisir avec le 4e. Bonsoir Adriana. Ah, et Demi aussi arrivé, voilà, j'ai vu. Bon, on va peut-être montrer le panorama, ceux qui viennent d'arriver, qui se lèvent un tout petit peu malgré les nuages et le brouillard. Quel est le dernier polar scandinave que j'ai lu? Alors le dernier que j'ai lu, c'est une auteure qui s'appelle Marie Jungstedt. Marie Jungstedt écrit des romans policiers justement sur l'île de Gotland, là où se passe l'Aigle de sang. Je crois qu'il en a écrit 13 ou 14 maintenant, qui se passent uniquement sur cette île. Et c'est une écrivaine que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement aussi. Donc je la suis régulièrement quand elle sort ses polars, parce que j'ai aussi ce plaisir à lire des romans policiers qui se passent dans des endroits que je connais bien.
Alors je ne sais pas si vous avez aussi un verre devant vous. Si c'est le cas, je vous dis santé aussi, puisque c'est l'heure de l'apéro pour tout le monde. D'où viennent les noms des livres ainsi que les couvertures? Concernant les titres, parfois le titre est présent même avant que je commence à écrire. Skål, tack så mycket Malin. Il y a une Suédoise visiblement qui est là avec nous. Le Dragon du Muvron, j'avais le titre avant de commencer à écrire. Et quand j'avais fini d'écrire, plus ou moins, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, mais est-ce que c'est un bon titre? Et puis pendant quelques semaines, j'ai cherché, j'ai noté plein d'idées. Je me disais que le Dragon du Muvron, ça faisait pas très polar, c'était peut-être un peu trop fantastique avec un dragon dans le titre. Et au final, j'ai choisi de garder le Dragon du Muvron, ce qui était probablement une bonne idée au vu du succès qu'il a eu. Parce que simplement ça disait quelque chose de la région, c'était le nom d'une légende locale, et puis qu'en tout cas en Suisse, le Muvron est une montagne qui est très connue. Pour Qui a tué Heidi, c'était différent. J'avais un autre titre à la base, et puis c'est à la fin qu'on a discuté avec mon compagnon et avec l'éditeur pour trouver un titre, parce que celui que j'avais choisi au départ ne convenait finalement pas. Mon compagnon a dit « Ah, ça serait bien d'avoir Heidi dans le titre ». Au vu de l'histoire qu'il y a dans le livre. Et puis on a tourné là autour, et puis on a trouvé ce titre, Qui a tué Heidi, qui au départ me convainquait pas tellement, parce que je voyais pas forcément un titre avec une question. Je trouvais que Qui a tué Heidi, ça faisait un peu Qui a tué Madame Pervenche avec le chandelier. Et puis je me suis fait, et en fait je crois que c'était aussi une bonne idée finalement, notamment d'avoir ce symbole de Heidi dans le titre qui est bien sûr lié à l'histoire elle-même. L'Aigle de sang, là aussi le titre je l'avais dès le départ. Et pour le quatrième, je ne peux pas vous le révéler encore, mais le titre est aussi dans ma tête avant même de commencer à écrire. Bonjour Dominique. Alors l'Aigle de sang, est-ce qu'il a été écrit en Suisse ou sur Gotland? Il a été écrit à Gotland. Pour moi, c'était important, même si je connaissais très très bien les lieux, d'être sur place. Je trouve que c'est différent de pouvoir ressentir l'atmosphère, de pouvoir aller voir les lieux, de pouvoir faire des recherches, rencontrer des gens. Je le disais un peu plus tôt, j'ai rencontré sur place notamment des archéologues, des historiens, un bijoutier. J'ai parlé avec la police locale. Et tout ça, j'aurais pas pu le faire à distance. Et en même temps, pour moi, c'était une expérience extraordinaire, puisqu'on est parti une année avec mon compagnon Benjamin, en Suède, sur l'île de Gotland, pour pouvoir écrire ce livre. Et ça a été pour moi aussi la première fois où j'ai passé autant de temps sur cette île. Et finalement aussi avoir vécu différentes saisons, l'été, l'automne et l'hiver sur place. C'était une très belle période. Quand j'écris, est-ce que je pars d'un schéma directif ou plutôt je suis l'inspiration en cours d'écriture? Merci pour la question, Anna. Alors, je peux répondre comme ça, c'est que c'est un peu des deux. En général, avant de commencer à écrire, ça me prend quelques mois de travail sur un scénario, travail de recherche, de réflexion. Et puis ensuite, je commence à écrire. Je travaille aussi beaucoup sur les personnages, je leur crée des fiches, je leur crée une histoire, j'essaie de les rendre le plus réel possible avant de commencer à écrire l'histoire. Par contre, quand je travaille sur l'écriture va amener des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc je vais aussi m'éloigner un tout petit peu du scénario qui était fixé à la base. Et puis les personnages, des fois, nous emmènent aussi sur des voies qu'on n'imagine pas. Donc je ne suis pas figé par rapport au scénario de base, mais je me laisse aussi emporter par cette période d'écriture et par tout ce qu'elle amène finalement d'enrichissant au livre. Par contre, il y a une chose, et ça a été pour moi à chaque fois le cas, jamais je ne connaissais exactement la fin avant de l'écrire. Bien sûr, j'ai une idée, bien sûr, je sais à peu près où je vais aller, mais pour moi, quelque part, la fin du livre, elle se dessine automatiquement au moment où je suis en train de créer l'histoire.
Ah, Corinne, ouais, non, je suis désolé. Pour le quatrième, je vais probablement pas me laisser avoir. Il faudra encore patienter un peu pour avoir la surprise du contenu et de l'environnement de ce nouveau livre. Ah oui, bah voilà, Nathalie, j'ai répondu à la question sur la fin. Donc non, je ne connais pas la fin avant de commencer. Et comment est-ce que je procède dans mes recherches criminologiques, historiques, etc. Euh, ah, je vois qu'il y a mon compagnon qui écoute et qui demande qui c'est qui va faire le souper. Donc c'est moi qui vais le faire dès qu'on aura terminé cette conversation à 19h, je crois. Comment je procède pour les recherches? Tout dépend de quel sujet il s'agit, mais je fais pas mal de recherches pendant la préparation du scénario sur les thèmes qui vont être dans le livre. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture, je vais commencer à rencontrer des gens, discuter sur des choses très spécifiques, notamment, par exemple, pour des histoires policières. Et c'est vrai que là, en cours d'écriture, j'ai souvent des questions très spécifiques, très détaillées qui arrivent. Et là, je parle avec des policiers, je parle aussi avec, par exemple, le médecin légiste, etc. Donc, je le fais autant dans la phase de préparation, dans la phase de réalisation du scénario, que aussi pendant l'écriture. Non, effectivement, on ne peut pas tout faire, Stella, tu as raison. Donc je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour préparer le repas et on mangera certainement vers 19h30 ou 20h, on va dire. Santé! Alors, est-ce que j'ai raté une question ou cette histoire de souper m'a perturbé? Merci. Alors, un salon prévu en Belgique? Non, malheureusement pas. Je sais qu'il y avait bien sûr Iris Noir fin octobre. Malheureusement, cette année, ça tombe en même temps que le Salon du Livre de Genève. Et pour l'instant, j'ai pas du tout réfléchi ou planifié cet automne et la sortie du quatrième livre, parce qu'on ne sait pas encore finalement qu'est-ce qu'il va y avoir ou pas, qu'est-ce qui va être maintenu ou annulé ou pas. Ah, Maline, ah, le Café des Alpes fait du takeaway, effectivement. Merci pour l'idée. Le buffet de la gare aussi. Donc, si jamais j'ai pas le temps de faire à manger, je sais que je vais pouvoir commander là. Bonjour Jacqueline, au loc. Non, Adriana, non, le lieu n'est pas secret pour le quatrième. Il va se passer en Suisse. L'inspecteur Auer travaille toujours à la police cantonale vaudoise. Donc l'histoire se passera dans la région, c'est sûr. Alors, j'ai beaucoup aimé le personnage de Litso Eyes, donc qui as-tu dit? Est-ce que tu voudrais écrire... J'arrive pas à lire toute la question. Vous avez écrit autre chose que l'inspecteur Auer. Pour l'instant, je me sens bien dans cette série avec l'inspecteur Auer. J'en suis qu'à mon quatrième. Donc je pense qu'il a encore quelques enquêtes à mener avant peut-être que j'écrive un autre livre avec d'autres personnages. Mais pour l'instant, je suis encore vraiment dans cette dynamique avec Andreas Auer et son équipe. Et ça va continuer probablement encore comme ça pendant quelques romans.
Quand j'ai fini un livre, est-ce que j'ai le suivant en route ou pas? En général pas, non. Parce que quand je suis dans l'écriture d'un livre, je suis vraiment à fond dedans pendant cette période-là et j'ai un peu de la peine à réfléchir, à me projeter déjà dans le suivant. Alors de temps en temps, j'ai des idées que je note ou pas. J'y réfléchis à temps perdu, mais je m'y attelle vraiment quand j'ai terminé un roman et je commence à travailler sur le suivant. Donc j'ai des options, j'ai un certain nombre d'idées pour la suite, mais c'est jamais défini avant que j'ai fini le livre précédent. Bonsoir Jean-Pierre. Une héroïne féminine pour mes romans. Euh, alors pourquoi pas. Peut-être aussi que même dans l'équipe d'Andreas, il y a une héroïne féminine qui se dessine pour la suite. Il y a aussi Karine, la collègue d'Andreas, qui prend peut-être de plus en plus d'importance. Et puis dans le prochain, il y a aussi un personnage féminin qui sera là, donc on verra. Mais pour le moment, les personnages principaux restent Andreas et Michael. Minus, oui, bien sûr, Minus sera là aussi dans le 4e, un peu moins que dans le 3e où il a joué un rôle quand même important. Alors, écriture dans le calme ou en musique, ça dépend de l'humeur. Il y a des jours où j'écris vraiment dans le calme, sans musique, et à d'autres où j'écoute de la musique un peu en bruit de fond, ça peut être de la musique classique ou autre chose. Et des fois, selon ce que je suis en train d'écrire, j'écoute une musique qui est en lien avec l'écriture. Un des exemples, par exemple, c'était quand j'écrivais L'Aigle de sang et que j'écrivais ces passages en lien avec la secte viking. J'écoutais des morceaux d'un groupe norvégien qui jouait de la musique viking, par exemple. Ou alors, quand il y a une scène dans l'opéra, j'écoutais du Wagner. Donc là, c'est aussi une manière, des fois, la musique, de se mettre dans l'atmosphère pour écrire. Alors, Danica, est-ce qu'on doit les lire dans l'ordre ou est-ce qu'on peut les lire indépendamment? Alors, on peut les lire indépendamment parce qu'il y a à chaque fois une intrigue qui est différente, qui commence et qui se termine. Après, c'est sûr que, comme c'est les mêmes personnages, on va évoluer avec eux, on va apprendre des choses sur eux au fur et à mesure, et il y a un lien qui se fait. Donc dans l'idéal, je dirais qu'il faudrait mieux les lire à la suite, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ont commencé par le dernier et qui ont lu ensuite les autres. Minus, voilà, il y a plein de questions sur Minus, est-ce qu'il est réel ou imaginaire? Minus, il est imaginaire, on n'a pas de Minus à la maison, on a un chat d'ailleurs qui est pas très loin là, mais Minus existe effectivement. Je ne savais pas au départ que Minus existait, je l'ai appris par la suite, à savoir qu'à la Fondation Barry, à Martigny, où ils élèvent les Saint-Bernard, il y a une femelle qui s'appelle Minus. Est-ce que c'est toujours le même cercle de personnes qui me relisent? Je dirais oui. Il y a notamment ma maman et Benjamin, mon compagnon, qui me relisent depuis le départ. Et puis, au fil du temps, il y a aussi quelques nouvelles personnes qui se sont ajoutées au relecteur, mais qui sont déjà fidèles depuis 2 ou 3 livres en tout cas. Alors, est-ce que j'ai des playlists pour écouter en lisant mon livre? Oui. Je me suis fait des playlists. Une qui est plus orientée musique classique, une autre peut-être qui est plus orientée rock. Ça dépend un tout petit peu de nouveau l'humeur et surtout de ce que j'écris peut-être. Et je choisis en fonction de ça une playlist que j'ai créée. Y a-t-il des références personnelles dans mes livres? Au départ, forcément, j'ai donné quelques traits à Andreas Auer,
le personnage principal qui sont les mêmes que les miens. Il aime bien boire du whisky, il aime bien fumer le cigare. Ça, c'est des choses relativement visibles. Il y en a d'autres aussi. Mais je dirais principalement, je m'aide moi dans tous les personnages, de manière consciente ou parfois inconsciente aussi, surtout je pense. Donc quelque part je suis dans tous mes personnages, même le meurtrier par ailleurs. Parce que quand j'écris, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau de chaque personnage, d'y apporter quelque chose. Mais en même temps, plus j'avance dans l'écriture, plus les personnages récurrents notamment prennent leur indépendance. Et puis s'éloigne un peu de ma propre réalité, même si un certain nombre de choses demeurent et sont en lien avec moi. Mais on ne pourra pas dire par exemple que Andreas c'est moi ou Michael c'est moi. Il y a un mélange de pas mal d'aspects. Le tea room. Les choses. Qu'est-ce qu'Adriana veut dire avec le tea room? Ah, Sabine, bonsoir. Pour répondre à votre question, on va bientôt commencer à réfléchir au deuxième polar pour enfants qui devrait sortir normalement en automne, au printemps de l'année prochaine. Alors, la question de Christine, si je compte changer de style, non, pas vraiment. Je pense que le style du roman policier me plaît énormément. J'aime tout ce qui est policier, que ce soit à la télévision, en série, en lecture. Et dans l'écriture, c'est un des aspects que j'aime énormément, c'est de construire une intrigue policière. Donc je pense que pour l'instant, je vais rester dans cette dynamique. Ah oui, le tea room à Grillon. Alors il y a plusieurs lieux à Grillon. Il y a le buffet de la gare, il y a la boulangerie Charlet, il y a le café Pomme. C'est deux lieux dans lesquels je vais régulièrement, dans lesquels j'ai aussi beaucoup écrit. Même si ces derniers temps, depuis que j'habite à 100% à Grillon, je suis beaucoup à la maison. Sur cette terrasse, où vous me voyez maintenant, je vais peut-être remontrer à ceux qui nous ont rejoints quand même le panorama, parce que sinon on a l'impression qu'il fait tout gris. Il y a toujours des nuages, on voit toujours pas le Muvran. Peut-être qu'un jour il y aura plus de soleil à vous montrer. Alors j'ai encore jamais rencontré Joël Dicker, donc la question de savoir si on écrirait un jour à quatre mains ne se pose même pas, parce qu'on ne se connaît pas encore directement. Bonsoir Clarence, je regarde s'il y a des questions que j'ai loupées en attendant. Non, je crois pas. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions C'est presque déroutant, Maline. Pourquoi est-ce que c'est déroutant? La description de Grillon. Ah oui, je pense qu'effectivement, si on connaît les lieux, on peut aller les voir sur place. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a constaté qu'il y a un nombre de personnes qui sont venues à Grillon pour découvrir les lieux, pour voir sur place. On a d'ailleurs aussi organisé, il y a 2 ans, pas mal de balades sur les lieux avec lecture, et c'était vraiment très intéressant aussi d'aller avec les lecteurs sur place, sur les lieux du crime. Alors avec Nicolas Feud, c'est un roman en commun. Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Nicolas, oui, on se connaît, on est souvent ensemble en dédicace, on s'apprécie beaucoup. Mais pour le moment, on est assez chacun dans notre dynamique, dans notre manière de faire. Et puis, il ne nous semble pas si évident que ça de nous lancer dans une aventure à quatre mains. Mais il ne faut jamais dire jamais, donc on verra bien ce que l'avenir nous prépare.
Alors, quel était mon métier, Adriana, avant que je me lance dans l'écriture? J'ai commencé en fait à faire des études de théologie à l'université de Genève. Je voulais devenir pasteur. Ça, c'était ma première vocation. Donc peut-être que ça permet aussi de comprendre pourquoi j'ai mis un cadavre dans le temple à Grillon dans mon premier livre, et que la plupart de mes livres ont aussi un lien avec la religion, avec le christianisme. C'est quelque chose qui m'a toujours habité depuis le départ. Pendant mes études, j'ai commencé à travailler à Genève, aux Unions chrétiennes. J'étais responsable d'un foyer d'étudiants. Je le faisais en parallèle à mes études. Et ensuite, j'avais décidé de ne pas devenir pasteur tout de suite. Je trouvais que j'étais encore un peu trop jeune. Et l'idée, c'était de travailler dans une entreprise, dans les ressources humaines. Et puis, j'ai été engagé dans une banque à Genève, la Banque cantonale. Finalement, ça m'a beaucoup plu. J'y suis resté pendant 7 ans. Et du coup, finalement, ma vocation pastorale est passée un peu en arrière-plan. Après 7 ans, je suis parti faire un voyage autour du monde avec mon compagnon Benjamin. Et puis au retour, c'est là où j'ai commencé à écrire, en même temps que je commençais un nouveau travail dans le domaine pharmaceutique en Suisse. J'ai travaillé pour cette entreprise jusqu'il y a 2 ans en arrière. Et puis ensuite, j'ai arrêté pour me consacrer à l'écriture. Ah, les balades, alors j'espère qu'on va encore en organiser. C'est vrai que c'est des moments très très sympas. Alors, Adriana qui dit j'ai envie de dire Dieu merci. C'est en réaction à quoi? Christine, une adaptation TV ou ciné, je ne vais pas vous répondre non. Je ne peux pas non plus vous répondre oui, mais peut-être qu'il y aura une bonne surprise dans quelques temps. Ah, d'accord, ok, que je ne suis pas devenu pasteur. C'est vrai que si j'étais devenu pasteur, peut-être que j'aurais pas écrit de roman policier. La vie est faite de bien des surprises, mais en tout cas, l'écriture de romans me plaît beaucoup et je crois que j'y ai trouvé ma voie. L'écriture me prend combien de temps? Le Dragon du Muvran, par exemple, m'a pris 2 ans. Qui a tué Heidi m'a pris aussi 2 ans. Parce que je travaillais en parallèle. Donc c'était forcément, j'avais moins de temps la journée pour écrire. D'ailleurs, c'était une période pour moi qui était assez frustrante parce que j'écrivais souvent le matin, donc je me levais à 5h30, j'écrivais pendant 1 heure, 2 heures, et ensuite je vais partir travailler au moment où j'étais en plein dans l'écriture. Donc ça, c'était une période qui n'était pas évidente pour moi. Par contre, je dirais les suivants me prennent quand même une bonne année et demie. Une bonne année et demie, ça inclut tout le travail de préparation sur le scénario, les recherches, la réflexion et l'écriture, et pour finir les corrections. La réponse sur l'adaptation TV. Alors, effectivement, j'ai donné une réponse en demi-teinte parce que j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui non plus. Mais peut-être qu'il y aura une bonne surprise dans quelques temps. Ah, bonne question, Nathalie. Un acteur en vue pour jouer Andreas? Euh, Pas vraiment. Je pense que c'est assez compliqué de s'imaginer un acteur, d'autant que c'est un personnage que j'ai créé. Donc il existe dans ma tête, il a un certain, euh, il a une existence, je dirais, que je me suis forgée. Donc de me dire qu'un jour il pourrait exister au travers d'un acteur, ça me paraît assez particulier. Après, bien sûr, ça dépendra du budget du film et je sais que de toute façon, j'aurais pas vraiment le choix
moi en tant qu'auteur, le cas échéant, de choisir l'acteur. Donc on verra si ce sera une bonne surprise ou pas. Dans le même style, ce qui était assez marrant par exemple, c'est concernant le polar jeunesse, où finalement il y a un dessinateur qui a commencé à faire exister sur papier un certain nombre de personnages. Adam, Mélissa, Jessica, Michael et Andreas aussi ont été dessinés. Et ça, c'était vraiment très marrant de voir finalement comment quelqu'un interprète ce qu'on a écrit et comment il les a dessinés. Donc ça, c'était très sympa. Le stress de la page blanche. Oui, Corinne, désolé, je suis un peu cachotier sur certains points, effectivement. Le stress de la page blanche, pour l'instant pas. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu des idées. C'était un peu plus compliqué pour le quatrième, je trouve, que les autres. Ça a pris peut-être un peu plus de temps. J'avais beaucoup d'éléments qui étaient déjà en tête, mais il me manquait certains éléments très très importants. Et j'ai cogité pendant 2-3 mois avant de les trouver. Et puis c'est venu. Donc je crois que globalement, je me fais confiance. Je me dis que les idées vont venir et c'est souvent le cas d'ailleurs. Ah, des salutations parisiennes. Oui, merci, ça va bien. Le confinement à Grillon est pas trop désagréable. On peut quand même se promener, profiter de la nature. Et je sais que de ce que j'ai entendu à Paris, c'est quand même un peu plus compliqué qu'ici. Alors le prochain, il va sortir au mois d'octobre normalement et il est presque terminé, il est en phase de correction. Alors, ça me fait quoi de voir mes personnages prendre vie? Est-ce que j'ai le choix ou je fais confiance? Alors, je ne sais pas si c'est en référence au polar jeunesse ou à un possible film. Je dirais dans un film, théoriquement, les acteurs ne sont pas choisis par l'auteur qui a écrit le livre, mais par la production, par les réalisateurs. Donc, si on est impliqué, peut-être qu'on a son mot à dire, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas. Un petit teaser du prochain, bien sûr, la question revient beaucoup ce soir. Malheureusement, je vais te décevoir parce que au-delà de dire que le prochain va se passer de nouveau dans la région de Grillon, je garderai la surprise pour le reste. L'inspecteur Studer, non, alors je ne connais pas du tout. Ah, il faudra se montrer encore un peu plus convaincant pour que je lâche quelque chose. Alors, encore quelques questions avant d'arriver à 19h. Corinne. Une petite bière belge. La triple Westmalle est pas mal, non? Non, mes livres sont toujours pas traduits en suédois. On en a parlé un peu plus tôt. C'est pas évident. Je désespère pas. Ça serait vraiment chouette qu'un jour mes livres soient en suédois, c'est certain. David Ruiz, non, j'ai pas lu non plus. Ah, bah, je suis désolé si Nathalie va pas dormir, mais voilà, elle devra se montrer encore un tout petit peu patiente.
Une bière suisse à conseiller. Alors il y a beaucoup de bières intéressantes en Suisse, comme dans d'autres pays. Je pense qu'on voit qu'il y a de plus en plus de micro-brasseries qui se créent avec le temps. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de découvrir beaucoup de choses. Il y a notamment aussi une bière dans la région qui est faite à baie, qui est intéressante. Ah, le salon du livre du Pays Noir, mais bien sûr. C'est quand la prochaine date d'ailleurs? 'Et je suis intéressé parce que j'aime beaucoup la Belgique. 5 et 6 décembre. Très bien. Alors je vais noter la date. Je vais noter. Merci à vous, Adriana. C'était très sympa. J'espère que la prochaine fois qu'il y aura un live, il y aura du soleil et que vous pourrez encore mieux apprécier le panorama. Vous êtes où, Samuel? Dans quelle région? Merci, Sabine. Oui, à bientôt à Paris. J'espère qu'on s'y reverra d'ici cet automne. Bonne soirée, Corinne. À tout bientôt. Merci, Laurence. Bon appétit, bonne soirée. Tack så mycket, Malin. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, merci aussi à l'équipe du Salon du Livre du Pays Noir d'avoir organisé ce moment ce soir. Et puis maintenant, il faut que j'aille faire à manger. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci.